on va pouvoir commencer. Ouais, je suis super contente de te retrouver après ces petites galères informatiques. Euh, Ouais, c'est pas grave. ouais, alors du coup, aujourd'hui, tu voulais nous parler de... donc, bon, est-ce que tu peux te présenter déjà, rapidement? Bien sûr. Alors, Pierre Chandès, consultant formateur en ingénierie culturelle et touristique. C'est-à-dire que je suis un peu comme un médecin, j'aide les sites culturels à développer leur activité et c'est la même chose pour les artistes. Je précise particulièrement les artistes visuels, les arts Ok, visuels. Je ne fais pas de musique, de cinéma, de choses comme ça. Je travaille surtout avec des peintres, des photographes, des sculpteurs. Voilà. Et j'aide à trouver des solutions de développement d'activités. Et je forme aussi pas mal, puisque je travaille pour différentes écoles reconnues au niveau national et international dans ces mêmes métiers d'ingénierie culturelle et touristique. Voilà. ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu voulais nous parler un petit peu, tu as eu le problème récemment avec différents clients artistes et tu voudrais mettre en garde sur la nécessité de se préserver de l'unicité, enfin plus exactement du fait de travailler avec une seule galerie, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça parce que je crois que c'est, au vu de la situation, un vrai problème et que nombre d'artistes vont en subir les conséquences. Et souvent, quand j'ai des échanges avec des artistes, que ce soit des clients ou non, hein, on Mhm. me dit: «Oui, mais moi j'ai une galerie, tatati tatata, c'est cool, ça va le faire», voilà. Non, ça suffit pas. C'est dangereux. C'est dangereux. En fait, c'est le système du monopartenariat, puisque Ouais. un artiste est en partenariat donc avec une galerie, même s'il ne le considère pas comme ça, mais techniquement, c'est ce que c'est. Et donc, quand on n'a qu'un seul partenaire et qu'on est dépendant de ce partenaire pour ses ventes, au bout d'un moment, ça peut s'avérer très très compliqué parce que si tu perds ce partenariat, bah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et bah, ce qui se passe, c'est la cata. Voilà, c'est très compliqué parce que il faut récupérer d'une part ses œuvres. Alors, il peut y avoir des problématiques, bah, voilà, déjà, comme je disais, voilà, récupérer ses œuvres, des problématiques financières. Et puis surtout, bah, tu es obligé de tout recommencer de zéro puisque bah, tu n'as plus de vente. Mhm. Donc, ça pose un vrai souci de développement. Et il y a des choses à faire qui sont utiles et qui permettent d'éviter ce type de problématique-là. Et effectivement, si j'ai choisi avec toi de discuter de ce thème-là, c'est parce que, au vu de la situation et du nombre de galeries qui, bon, voilà, déjà techniquement elles sont fermées en ce moment, et il y en a tout un tas qui vont pas réouvrir, hein. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour les artistes? Donc, voilà, je souhaite en discuter Ouais. et proposer des axes de réflexion pour éviter les problèmes encore plus importants pour les artistes. Voilà. Ok. Alors moi, la première chose qui me vient quand tu m'as parlé de ça, c'est que déjà, la plupart des artistes aimeraient vraiment avoir ne serait-ce qu'une galerie, quoi. Donc, C'est clair. donc l'idée, ce serait quoi? De dire à une galerie qui te prend, bah, finalement, ouais, j'autorise notre partenariat, mais je suis en relation libre. Enfin, qu'est-ce que tu préconises? Enfin, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux dire qu'il faut pouvoir travailler avec plusieurs galeries, ou est-ce que tu veux dire que travailler avec une galerie et garder toute la vente des œuvres sur cette galerie, c'est bien, mais qu'il faut développer d'autres actions marketing finalement pour vendre ses œuvres? Alors en fait, c'est tout ça en même temps. Bon, déjà, si tu prends le cas des artistes qui n'ont pas de galerie. Oui. Avant la crise sanitaire actuelle, il y avait déjà une vraie difficulté pour nombre d'artistes à trouver effectivement une galerie pour une simple et bonne raison, hein, c'est que les galeries, elles ont les artistes avec qui elles travaillent, elles sont pas forcément assez nombreuses pour pouvoir accueillir tous les artistes qui souhaitent exposer en galerie. Et une galerie, elle n'a pas une force de travail qui est
démultipliable à l'infini. Donc, ça veut dire que tous les artistes qui contactent les galeristes pour justement travailler en galerie, il y a une problématique entre l'offre et la demande. Il y a trop Ouais, d'offres artistiques pour pas assez de demandes des galeries. Et donc, on peut critiquer le système, mais ça devient quelque chose qui est finalement ingérable pour les galeries. Parce que tu peux pas travailler avec tout le monde. C'est strictement impossible. Et puis après, il y a aussi une question de qualité où tu peux pas concrètement accueillir tous les artistes, même si tu le souhaites. Après, pour les artistes qui ont une galerie, c'est bien. Plusieurs galeries, effectivement, c'est très bien aussi. Mais la question qui se pose, c'est effectivement celle du monopartenariat, voire même si tu as 2 galeries, ça ne suffit pas forcément non plus pour pouvoir bien vivre. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est développer une forme de système externe. Donc, avoir effectivement une logique marketing, avoir ses propres clients, avoir ses propres projets pour avoir une forme d'indépendance. En fait, ce n'est pas vraiment d'ailleurs une indépendance, en fait. C'est comme disait d'ailleurs un de tes contacts, c'est plutôt une multiplicité de petites dépendances qui font qu'à partir du moment où tu es dans cette spirale-là, si jamais tu as un partenariat qui s'arrête, eh ben, ce n'est pas très grave pour toi financièrement. Tu vois le truc? Tu te retrouves avec une galerie qui s'arrête, mais vu que tu as développé d'autres systèmes, eh bien, l'arrêt avec cette galerie ne te posera pas trop de problèmes financiers, ou t'en posera moins. Tout du moins, tu auras des solutions pour pouvoir retomber sur tes pattes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque dans le milieu, c'est considérablement négligé. Et nombre d'artistes pensent que du fait qu'ils ont une galerie, ça va le faire. Sauf ouais. que le jour où le galeriste meurt, le jour où le galeriste ferme, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Et donc là, c'est la cata. Et ça pose une question, celle de l'organisation du travail des artistes en dehors du champ de la création. Tout à fait. C'est-à-dire que tu dois trouver des solutions de développement pour pouvoir éviter ce type de problématique-là. Parce que là, dans ce temps de crise, on sait très bien que ça va arriver. On sait très bien que nombre d'artistes vont se retrouver avec des structures qui vont fermer et donc avec une baisse très conséquente du chiffre d'affaires, sachant qu'on est quand même déjà dans un milieu où les artistes ont des difficultés financières. Donc là, ça va aggraver la problématique et ça va aggraver cette problématique parce que nombre d'artistes n'ont pas pris conscience justement de cette problématique-là et du travail qu'il y avait à faire en dehors du champ de la création. Voilà. Donc maintenant, Mais, c'est le bon moment pour s'y mettre. mais alors moi, la première chose qui me vient, c'est que quelque part, j'ai l'impression que tu parles d'un type de galerie. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Moi, j'ai jamais travaillé avec une galerie, mais il y a quand même. Enfin, moi, de ce que j'entends de ce qu'une galerie peut faire, elle ne fait pas que vendre tes œuvres. Elle répertorie, elle potentiellement, elle s'occupe du stockage, elle gère tout un tas de choses et elle te rend visible sur plein d'endroits. Est-ce que tu parles aussi Bien sûr. de ces galeries-là qui vont Bien sûr. parce qu'à partir du moment où tu as, un rapport, tu vas voir ta galerie, elle vend toutes tes œuvres, elle prend contact avec le collectionneur, elle s'occupe des ventes. J'ai bien conscience que quand tu travailles avec une galerie, tu n'as même pas souvent le contact du collectionneur et que c'est un problème. Mais en Oui. contrepartie, et donc du coup que 50% de l'œuvre minimum part au galeriste, etc. Mais en contrepartie, la galerie effectue un travail d'archivage, un travail de stockage, un travail de monstration, et c'est quand même, c'est pas négligeable quand tu as quelqu'un qui fait ça pour toi, quoi. Ah ben bien sûr. Mais de toute façon, dans tous les cas, le but final de la galerie et de l'artiste, c'est de vendre. Tout à fait. C'est ça le but. Donc, si tu te retrouves qu'avec qu'un seul partenaire, quoi qu'il fasse pour toi en dehors, que ce soit en termes marketing, en termes de communication, d'archivage ou tout ce que tu veux,
Le but de la galerie et le but de l'artiste, c'est d'avoir des retombées financières. Sinon, la galerie, elle n'existe pas et l'artiste ne passe pas par la galerie. C'est Mmh. la logique. C'est ce que tu veux, c'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Un artiste, de toute façon, est un vendeur, ou alors il passe effectivement par la galerie, mais c'est quand même pour vendre ses œuvres. Et le reste à côté, c'est quelque chose de quasi, je ne vais pas dire secondaire, parce qu'effectivement, montrer son travail, c'est quand même très, très important. Eh oui. Mais le but, c'est quand même la vente pour pouvoir en vivre. Et de ce fait-là, si tu as une galerie dont le but, effectivement, est vraiment de vendre, je dis ça en rigolant, mais parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément le cas de toutes les galeries, Ouais. mais dans ce cadre-là, effectivement, le fait d'être en partenariat avec une seule galerie pose effectivement un problème. C'est le système en fait du monopartenariat et qui prévaut pour toutes les entreprises. C'est pas que pour les artistes. On va parler d'entreprise, c'est pas forcément le bon mot, mais voilà, là pour le coup les indépendants. Mais c'est la même chose, que ce soit des indépendants dans le domaine ou pour toute autre forme d'entreprise, voilà, que ce soit des entreprises standards dans la société. Si tu te retrouves avec un seul client ou avec un seul partenaire, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'à partir du moment où ton client arrête de t'acheter ou ton partenaire arrête de travailler avec toi, tu te retrouves dans la galère. OK. Et cette Alors galère, elle oui, va avoir des conséquences qui peuvent être très graves. Et tout ça, en fait, vient d'un problème d'organisation du travail des artistes. Parce que des partenaires, tu peux en avoir plusieurs. Des clients, si tu les recherches, tu peux les avoir. Il ne s'agit pas forcément d'avoir plein de galeries. Ce n'est pas du tout ça. Si tu veux, tu peux même avoir qu'une seule galerie. Mais tu dois, par contre, à côté, avoir une organisation qui te permet de trouver des clients, tes propres clients, de faire vivre ta clientèle, d'avoir un taux de fidélisation de ta clientèle qui te permet de vivre avec un peu plus d'indépendance. Et ça, c'est un gros problème parce que ça n'est pas du tout pris en compte. On se dit oui, mais ma galerie va le faire pour moi. Très bien. Le jour où ta galerie ferme, t'es mort. mmh. Voilà. C'est, je suis désolé. J'utilise un terme en disant t'es mort qui est virulent, mais c'est la réalité. Ouais. Et alors, Voilà. qu'est-ce que tu proposes concrètement? Qu'est-ce qu'un artiste qui travaille actuellement avec une seule galerie, un artiste qui aurait tapé dans les mains pour donner l'exclusivité, qu'est-ce que Mmh. tu lui proposerais de faire qui soit en même temps en accord avec ce contrat et en même temps Mmh. qui lui permettrait de développer son marché à côté? Alors déjà, il y a toutes les questions d'exclusivité. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu signes avec une galerie, bon, bah, si tu as une exclusivité, bon, forcément, ça va être plus compliqué pour pouvoir travailler avec les autres galeries. Donc ça, j'invite quand même à y faire un minimum attention. Je ne dis pas que l'exclusivité, c'est forcément mal, hein. Attention. Ouais. Mais il faut réfléchir quand même, voir si c'est le plus utile ou si ça ne l'est pas forcément pour l'artiste. Il faut donc peser le pour et le contre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, et ça, c'est vraiment vital, et ça vaut pour toutes les activités, c'est pas que pour les artistes, c'est pour tout le monde. Il faut avoir une organisation du temps de travail et une méthodologie qui permet d'avoir un développement de tes activités en dehors de tout partenariat. C'est capital. Allez chercher ses clients, Ouais. allez chercher ses partenaires soi-même, s'organiser soi-même pour être soit indépendant, ou on va dire tout du moins dépendant dans la dépendance. Comme on disait tout à l'heure, avoir une multiplicité de sources de financement ou de revenus qui te permettent d'être tranquille. Ok. Parce que le but, hein, il est tout bête, c'est quand même de pouvoir en vivre. Quand on est professionnel, c'est pour pouvoir vivre de son activité. Ouais. Sinon, c'est ce qu'on appelle une passion. Mais un professionnel cherche
à vivre de son activité. Donc, pour ce faire, il doit mettre en place une stratégie de marketing, une stratégie de communication, Oui. des événementiels. Bon, là, c'est un peu facile à dire, mais en période de Covid, on est tous enfermés, donc les événementiels, forcément, c'est plus compliqué. Mais d'où l'importance d'avoir quand même son propre réseau d'acheteurs et de pouvoir continuer à communiquer avec eux. Tous ceux qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas été chercher leur réseau, et je suis désolé, mais un réseau, ça se travaille, un réseau, ça se cherche. Et aujourd'hui, on a des possibilités pour pouvoir rencontrer des collectionneurs, des acheteurs, des amateurs d'art, des curateurs. Il suffit juste d'avoir les bons outils. Les réseaux sociaux sont extrêmement utiles dessus. Et si on se débrouille un petit peu, si on fait un minimum de recherche, des collectionneurs, on en trouve facilement sur certains réseaux sociaux. Alors, LinkedIn, raconte comment je peux faire. Je suis sur LinkedIn, je suis artiste, j'ai pas vraiment de réseau. Comment je fais? eh ben, tu tapes collectionneur dans la barre, dans l'onglet qui est en haut à gauche de ton Ouais. écran. Et là, tu vas voir tout un tas de collectionneurs qui vont apparaître. Et donc, Voilà. je leur envoie un message, je leur présente mon travail direct, je fais quoi? Alors, effectivement, tu rentres en contact avec eux en leur disant. Alors déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, quand tu fais un message, tu ne dois pas parler que de toi. Sinon, la personne, elle s'en fiche, hein. Donc, tu dois trouver un message d'accroche assez court parce que sur LinkedIn, en général, ils demandent quand même des messages d'accroche qui sont assez courts. Mais tu dois leur montrer que tu es intéressé par ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. Faut pas dire du je, parce que ça, c'est un truc complètement égoïste et que ça intéresse pas les gens. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est que tu leur montres que tu t'intéresses à ce qu'ils sont. Ça, Ouais. c'est la première chose. Après, il y en a nombre qui n'accepteront pas ton invitation, mais il y a aussi ceux qui accepteront ton invitation. Ok. Ça, c'est la première chose. Et après, tu dois effectivement avoir une politique de réseau social qui te permet d'avoir déjà une page attrayante, d'avoir des articles, de diffuser des œuvres et pas mettre juste une œuvre et puis ça y est, ciao, bye bye. Non, non. Il faut qu'on explique un minimum l'œuvre, on donne le cartel, la légende. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Il faut créer en fait un univers sur le réseau social qui permet d'avoir une interaction avec les gens. Après, ça peut être les collectionneurs, mais ce n'est pas forcément que les collectionneurs. Il y a les galeristes, il y a les curateurs, il y a tous les amateurs d'art. Sur les réseaux sociaux, tu tapes collectionneur en français, mais tu vas taper aussi art collector, Mhm. voilà, ou toutes les références qui font appel aux collectionneurs dans toutes les langues. Ça peut être en italien, en espagnol, en Mhm. chinois. Moi, je l'ai fait. On retrouve. Mon chinois, après, c'est difficile de traduire. Mais tu peux avoir accès à tous les collectionneurs d'art référencés sur LinkedIn Mhm. avec, voilà, en gros, pour faire simple, ils viennent du monde entier. Tant que tu sais taper le mot collectionneur dans la langue, tu les trouveras. Ok. Après, tu les contactes. Ok. Tu fais ton petit truc, tu peux leur envoyer des dossiers, tu peux leur envoyer ton site internet, tu peux échanger sur l'art de manière très très simple. Mais attendez, moi j'ai discuté avec des collectionneurs américains qui pour certains sont très connus. Les gars ne me connaissaient pas à la base. J'ai juste Ouais. contacté ces collectionneurs-là pour des artistes. Et après, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place une forme d'amitié où Mhm. tu les contactes régulièrement, tu discutes. Et moi, ça m'est arrivé de pouvoir discuter avec des collectionneurs d'Uruguay, des États-Unis, d'Angleterre, du Japon, de Chine, de France, de je ne sais plus quel pays. Voilà. Pourtant, je ne suis pas artiste, hein. Je l'ai Ouais. fait pour les artistes. Ah, mais Mais c'est pas compliqué. c'est peut-être plus simple quand t'es pas artiste aussi. Non? Non, c'est faux. C'est l'inverse. Ok. C'est l'inverse parce qu'en fait, les collectionneurs, eux, souhaitent pas forcément avoir d'interférence
avec des intermédiaires. Ce qu'ils Mmh. souhaitent, c'est avoir des retours directement des artistes. Si moi, par exemple, je me connecte et que je cherche à avoir de nouveaux collectionneurs sur mon propre réseau, Pierre Chandès, voilà, consultant formateur en ingénierie culturelle et touristique. Les collectionneurs répondent beaucoup moins. OK. Par contre, quand je travaille sur le réseau d'un artiste, là, c'est différent. Là, les collectionneurs répondent beaucoup plus. Donc ça, je suis désolé, mais c'est pas difficile à faire, c'est pas difficile à chercher. Et si je reprends l'exemple de LinkedIn, moi, je suis pas artiste effectivement, mais LinkedIn, j'ai réussi vraiment à créer un vrai développement. J'ai touché des dizaines de milliers d'euros par an, ne serait-ce que grâce à LinkedIn, Mmh. grâce aux contacts que je me faisais. Donc je vois pas pourquoi des artistes n'y arriveraient pas, sachant que moi j'ai fixé des montants de missions qui sont égaux à des œuvres relativement chères. Mmh. Voilà. Ça m'est arrivé d'avoir des missions qui dépassent les 10 000 euros. Mmh. Voilà. Et juste avec des messages. Après, effectivement, il faut rencontrer la personne. Mais on ne va pas vendre des œuvres sur LinkedIn, hein. Ça, c'est une bêtise. Mais on va rencontrer les gens. Voilà. Ça, c'est qu'une petite partie de ce qui peut être fait dans le cadre du développement hors galerie. En fait, le but du développement en dehors de la galerie, c'est d'être maître de son business, Oui. d'être maître de sa stratégie, de sa communication. Même si on ne sait pas faire au départ, mais c'est pas grave, mais au départ, personne ne savait faire. Je veux Oui. dire, quelqu'un qui lance une entreprise, au départ, il est pas, c'est pas inné. Hein, c'est pas, il faut pas avoir peur de tout ça. Moi, quand j'ai lancé ma boîte, j'y connaissais rien. Voilà, c'est comme tout le monde. Et nombre d'artistes disent oui, mais j'y arriverai pas, oui, mais si, oui, mais ça. C'est juste une question de Mmh. volonté et de pas avoir peur. Et de surtout se dire qu'on va pouvoir être maître de son business, maître de ses affaires. On n'est pas là pour faire de l'industrie, c'est faux. On est là juste pour survivre. Les artistes sont là pour survivre, parce que moi, je ne survis plus, vu que mon système fonctionne. Et les artistes survivent. Voilà, c'est tout bête. Ouais. Donc, il y a des possibilités d'aller chercher des clients, d'avoir ces fichiers clients, d'avoir ces fichiers prospects, de les agrandir avec un peu d'imagination, de développement d'événementiel à domicile, même si là c'est un peu compliqué. Mais voilà, tout ça, ça existe et ça évite d'avoir une dépendance à une galerie qui peut être délétère Mmh. dans un moment comme le nôtre. OK. Voilà. Je Alors je rappelle quand même une chose. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. dis-moi. Ah, en fait, il y a un détail qui est tout bête, enfin qui est tout bête, mais qui est très grave. Les chiffres actuels de la crise, quand on regarde les analyses qui sortent au jour le jour sur l'état du marché de l'art actuel, Oui. on sait que à minima, avec les chiffres les plus positifs, on a entre 30 et 50% de baisse des ventes sur l'année. C'est ce qui est à peu près prévu, si mes souvenirs sont bons. C'est donc très très fort. Ça, Mmh. c'est les chiffres positifs. On a aussi un autre fait, c'est que certains estiment que 30% des galeries vont fermer. Ouais. Alors, on puisse faire attention. C'est que je crois que c'était déjà le même chiffre pour la crise de 2008. Sauf que la crise de 2008, visiblement, a été beaucoup moins forte que ce qui va nous arriver. J'ai Donc, entendu on parler peut, de ça. voilà, on peut estimer donc que si le chiffre de 30% est celui qui est arrivé en 2008, ça risque d'être bien plus pour cette crise. Alors, moi, je ne suis pas voilà, devin. Hein. Je n'ai pas actuellement les outils pour pouvoir analyser le nombre de galeries qui va fermer. Une chose est sûre, c'est que quand ces galeries vont fermer, nombre d'artistes vont se retrouver dans une situation catastrophique. Donc, j'invite tout le monde
tous ceux qui sont dans cette situation, mais tous ceux d'ailleurs qui n'y sont pas, à vraiment mettre en place des stratégies, réfléchir pour ne plus se retrouver dans des situations comme celle-là. Parce Hmm. que la situation, elle est évitable. Certes, voilà, c'est difficile de vendre quand on est chez soi et qu'on ne peut pas sortir. Mais il y a quand même des choses à faire. Mais tout ça, c'est qu'une question d'organisation. Donc, stratégie, réfléchissez, faites votre plan d'action, réfléchissez pour pouvoir vous créer un avenir meilleur et ne pas être dépendant d'une seule personne. Il faut que vous soyez dépendant de plein de personnes. Une fois que vous serez dépendant de plein de personnes, et ben, s'il y a quelques personnes qui s'en vont, et ben, c'est pas grave. Vous Hmm. continuerez. Ok, Voilà. super. Alors, juste pour conclure, j'aimerais que, parce que tu as parlé quelques fois là du fait que tu faisais des audits et qu'il fallait un plan marketing ou stratégique un peu solide, est-ce que tu aurais deux, trois exemples juste là à nous donner de choses que tu as pu mettre en place pour des artistes très concrètes qu'ils ont mis en place à la suite d'un de tes audits? Alors, la première chose, déjà, bon, il faut expliquer déjà un petit peu ce que c'est qu'un audit parce que c'est pas compris de tous. Un audit, en fait, permet donc déjà de faire un état des lieux de la situation, donc la situation de l'artiste, hein, que ce soit situation financière, situation en matière de création, marketing, communication et tout ça. Ça permet aussi de faire un état des lieux sur le marché puis sur le territoire d'implantation de l'artiste. Ça peut paraître bête, mais une structure vit mieux quand elle est bien implantée localement et quand elle sait ce qui se passe sur son territoire. Et puis, c'est plus facile aussi, tout simplement, d'avoir des clients proches, tout simplement. Une fois qu'on a fait cette analyse, enfin, cet état des lieux, justement, on passe dans la phase 2, analyse d'état des lieux, qui permet de trouver les qualités et les défauts de l'état des lieux, donc qualité et défauts du marché de l'art, qualité et défauts du territoire, qualité et défauts aussi du développement de l'activité de l'artiste, pour pouvoir justement mettre en place des solutions qui seront concrètes. Une fois que tu as tout ça, tu peux créer un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est très important parce que c'est ce qui va te permettre de mettre en place des actions qui sont cohérentes. Et après ça, tu te retrouves donc à faire des solutions d'action. Donc les solutions d'action, elles sont diverses et variées. Ça peut être effectivement la mise en place d'une stratégie marketing concrète ou d'un plan communication. Ça peut être la création d'une politique d'événementiel Ouais. spécifique par Donc rapport aux là, thématiques des ouais. artistes. Là, tu es en train de Après, parler que l'artiste crée un événement sur son territoire, c'est ça? pas forcément. Non, non, c'est pas que sur son territoire. C'est plutôt se dire quel type d'événementiel pour quel type d'artiste. C'est plutôt ça. Ouais. Et puis après, il y a effectivement tout un travail marketing, voilà, sur le ciblage de la clientèle, qui est mon client, comment est-ce que je peux l'attirer, tout ça. Enfin, en fait, il y a toute une foule de choses que tu peux faire. Le développement aussi des réseaux numériques. Ah, voilà, c'est divers et varié. Tu peux aussi mettre en place des structures de type associative, des entreprises ou pas, hein. Mais voilà, toute une foule d'activités qui permettent de densifier ton activité d'artiste et qui te sécurisent. Même si au départ, c'est long, c'est complexe, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais j'ai envie de dire, c'est comme pour tout le monde, hein. C'est toute structure qui souhaite vivre et puis s'en sortir passe par là. Les artistes, c'est la même chose. Ouais. Voilà, c'est pas, il y a pas forcément de grosses différences. Et je crois que justement, le fait de se dire qu'on est constamment différent est un gros problème. Oui. Parce qu'un artiste n'est pas différent. Il vend, il a des choses à vendre et il faut l'assumer. Voilà. Et ça ne l'est pas forcément. Je Mm. sais que c'est compliqué, que la mentalité en France fait que ça passe pas toujours très très bien, mais c'est une réalité. Quand on a quelque chose à vendre, on met en place
des stratégies, des réflexions pour pouvoir se développer et puis vivre mieux. Parce que l'artiste, il y en a aussi certains qui oublient quand même un fait, c'est qu'ils ont un environnement, une famille, et que ces familles, des fois, elles en souffrent aussi un peu de ça. Ouais. Je suis désolé, c'est très direct, mais c'est une réalité concrète. Des choses que tu vois au quotidien dans ton travail. Ouais, que je vois au travail, que j'ai vu, dans la vie de tous les jours, même avant de travailler dans ce milieu-là. Je le sais intrinsèquement. Je l'ai vu, voilà, quand j'étais, plus jeune auprès d'amis de mes parents ou de membres de ma famille, voilà, Ok. oncles et tantes, tout ça. Voilà, je l'ai vu. Donc, Ouais. même si moi je ne l'ai pas forcément vécu, au quotidien, par mes parents, mais la réalité, c'est que je l'ai quand même vu et donc je sais depuis ma plus tendre enfance que c'est quelque chose qui existe et que ça n'est pas forcément pris en compte. Mais il faudrait, parce que ça a des conséquences sur, tout l'environnement, familial et c'est pas forcément que des bonnes conséquences. Ouais. Ok. Voilà. Super. Écoute, je te remercie, Pierre. Et puis, on se Voilà. retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles questions. Ouais, pas de souci. Tout ce que tu voudras. S'il faut rentrer plus dans les détails des analyses, des propositions d'action, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste une chose, en tout cas, à dire pour terminer. Pour les artistes, c'est le moment de mettre en place ce que nombre d'artistes ne souhaitaient pas mettre en place. C'est devenu une obligation parce que sinon, la crise va être telle. Il va y avoir des fermetures de musées, des fermetures de galeries. Nombre d'artistes vont se retrouver sans rien. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes, faire ce qu'on n'aimait pas faire avant, faire du marketing, de la communication. C'est une question de survie Ouais. actuellement. Et Et ceux qui ne le feront pas, à leur risque et péril, ceux qui le feront pourront se créer un avenir bien meilleur. Parce que quand la crise sera finie, ils auront pris du moins ces habitudes-là, ils les garderont et sur le marché de l'art, ils vivront mieux qu'avant. Voilà. super. Donc tout n'est pas négatif. Parfait. Je te remercie. De rien. Ciao. Bon, allez. Ciao.